Ma petite sœur, toujours gâtée et persuadée que tout lui revient de droit, est tombée enceinte du fiancé de notre grande sœur à seulement 3 semaines du mariage, puis elle a eu l'audace de l'annoncer lors d'un dîner de famille. Inutile de dire que nous lui avons offert un retour brutal à la réalité et qu'on s'est attelé, petit à petit, à lui faire payer son manque de scrupules. Quand Rebecca, notre aînée, a découvert que Jessica avait une liaison secrète avec David depuis 6 mois et attendait un enfant de lui, une véritable onde de choc a secoué la famille. Évidemment, Jessica, véritable petite princesse intouchable de la famille, n'a pas bronché et s'est mariée avec David pile à l'endroit où Rebecca avait tout organisé, dans une robe blanche qui cachait à peine ses 7 mois de grossesse. Pour Rebecca, le choc était immense, notamment en sachant que Jessica avait tout simplement récupéré ses prestataires, ses préparatifs, et avait même essayé de lui piquer sa robe. Nous, ça nous a incroyablement rapprochés. On s'est serré les coudes comme jamais face à cette trahison. Au fil du temps, Rebecca a fini par tourner la page. Elle a rencontré Malik, un banquier talentueux, qui a su panser ses blessures et l'a traité comme une reine. Leur mariage à Santorin était somptueux et j'ai eu la chance d'être sa demoiselle d'honneur. Rebecca a même fait preuve d'élégance en invitant nos parents alors qu'ils avaient assisté au mariage de Jessica et David avec une indifférence glaciale. Mais eux n'ont rien trouvé de mieux que de bouder la cérémonie. Quelques années après, nos parents sont soudainement revenus à la charge, suppliant Rebecca de renouer les liens. Et là, les choses ont véritablement explosé. Rebecca accepte de faire un pas, accepte un dîner avec Malik. Jessica est là aussi, accompagnée de David et leurs 2 enfants. Toute la soirée, je vois Jessica multiplier les pics sur certaines personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, sachant très bien que Rebecca et Malik essayaient depuis un moment. Et elle encense David, père extraordinaire, tandis que Malik se contente de soutenir Rebecca discrètement, main dans la main sous la table. Au moment du dîner, nos parents lancent un toast. C'est là que Jessica saute sur l'occasion. Je me sens tellement bénie d'avoir une famille aussi merveilleuse. Et devinez quoi? Je suis de nouveau enceinte. Puis elle se tourne vers Rebecca. Ma sœur, je sais que c'est difficile pour toi, sachant que David m'a choisi, que j'ai cette famille magnifique. Mais merci pour ta bénédiction. Je sais que ce n'est pas facile d'être assise ici, à côté de moi qui attend un 3e enfant, alors que tu ne peux pas en avoir, mais je salue ton courage. C'est à cet instant précis que le réel a frappé Jessica de plein fouet. Malik s'est alors levé et, d'un ton tranquille, a lâché « En fait, Jessica, nous avons aussi une révélation à faire. Non seulement nous attendons des jumeaux grâce à une FIV, mais je viens tout juste de racheter la société de David via une OPA hostile. Lundi matin, ton mari n'aura plus de boulot. » Puis il se tourne vers David. « Et au fait, tes 3 autres maîtresses, toutes informées par l'avocate spécialiste du divorce de ma femme, Jessica, tu devrais peut-être passer des tests. Et le meilleur dans tout ça, ce contrat prénuptial que tu as signé à la va-vite, avec la clause d'infidélité, tu n'auras droit à rien. Tu vas bientôt te retrouver seule avec 3 enfants, pas un sou, pas de maison et un mari volage qui, en ce moment même, reçoit sa demande de divorce de la part de celle avec qui il te trompe depuis 1 an. Et elle aussi est enceinte. Pour la petite histoire. Tu pensais avoir gagné, David? Bravo. Tu as décroché un champion de l'infidélité, qui se fiche autant des autres que de toi. Tu as détruit la vie de ma femme, pour un homme qui n'a pas attendu la fin de la lune de miel pour te trahir. C'est beau, non? Tu as cru briller alors que tu t'es contenté des miettes. Ma femme, elle, est passée à 1000 lieues au-dessus de tout ça. Alors que toi, tu as misé bas, très bas. Ça te fait quoi de savoir que tout ton mariage n'est qu'un immense mensonge? Que tes enfants finiront par savoir que leur père a d'autres familles ailleurs? Tu dors la nuit en sachant qu'il partage son lit avec d'autres, pendant que tu restes seule à la maison? Personne n'admire une femme qui vole l'époux d'une autre. Tout le monde a de la peine pour celle qui découvre qu'elle n'a rien gagné. Un silence pesant s'est abattu alors que le téléphone de David s'est mis à vibrer de toutes parts. Ses aventures dévoilées sur les réseaux, son avocate à l'autre bout du fil. Mais c'est là que Jessica s'est soudainement mise à rire. Un rire dérangeant, presque irréel, qui a glacé la pièce. Elle a alors sorti son téléphone et a balancé une vidéo devant nous. Vous pensez avoir gagné, Rebecca? Malik? Depuis 2 ans, j'ai enregistré chacune de vos conversations à la maison, y compris celle où vous planifiez le rachat de l'entreprise, bien avant que ça ne devienne officiel. Ça tombe sous le coup du délit d'initié, mon cher. Et ce n'est pas tout. J'ai d'autres enregistrements, sur des confidences de fac que tu croyais enterrées. Rebecca est devenue livide alors que Jessica continuait son petit numéro. Voilà ce qui va se passer. Vous laissez tomber l'OPA, vous me virez 5 millions de dollars et vous souriez pour la photo. Sinon, demain, le FBI aura tout. Malik a tenté de réagir, mais Jessica l'a coupé. Ah, et Malik, j'ai aussi des preuves de tes petits jeux avec le fisc. Finalement, il n'y a pas que David qui a des dossiers à cacher. C'est là que Rebecca a éclaté de rire à son tour. Elle a planté son
son regard dans celui de Jessica, un air que je ne lui connaissais pas, et a dit calmement « Tu aurais mieux fait de te renseigner sur le propriétaire de l'entreprise qui a installé les caméras, Jess. » D'un coup, le silence est devenu glacial, et le sourire de Jessica s'est éteint. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Rebecca s'est alors levée doucement, main posée sur son ventre. « Juste que tu aurais dû vérifier à qui appartenait la société de sécurité. Tu veux une vraie surprise, petite sœur. Ça fait 18 mois que je suis au courant de tes enregistrements, et je n'ai laissé filtrer que ce que je voulais. Absolument tout. » Aussitôt, le téléphone de Jessica s'est coupé, puis le mien, puis tous les autres autour de la table. « La vraie question, » a enchaîné Rebecca, c'est « Veux-tu vraiment savoir ce que, moi, j'ai enregistré chez toi? Je peux te garantir que c'est bien pire que tout ce dont tu te doutes. » À ce moment-là, les sirènes ont retenti dehors. Les bruits se sont multipliés, et par la fenêtre de la salle à manger, j'ai aperçu une ambulance devant chez nos voisins, tandis que Madame Chen, 3 maisons plus loin, sortait sur une civière. Le hasard avait vraiment bien fait les choses. Avec la tension qu'il y avait, on aurait juré que les sirènes n'étaient là que pour nous. Jessica, complètement paniquée, tapait frénétiquement sur son téléphone qui, comme par malchance, refusait de marcher, les mains tremblantes. David, lui, était pétrifié. Son visage passait de l'incrédulité à la rage, puis soudain à la panique. Nos parents ne disaient plus un mot, le regard passant de l'une à l'autre comme s'il assistait à un match dont personne n'aurait su expliquer les règles. Rebecca, quant à elle, a sorti son téléphone. Un miracle qu'il ait encore de la batterie. Et après quelques gestes, la pièce a été envahie par la voix de Jessica, sortie d'enceinte dont on ignorait la présence. David est vraiment stupide. Il pense que ces autres femmes comptent pour lui. Ça faisait déjà des mois que je piquais de l'argent sur ses comptes. Quand j'en aurai fini avec lui, il n'aura plus rien. L'enregistrement continuait, implacable. On entendait Jessica expliquer, sans aucune gêne, comment elle voulait faire accuser Rebecca de tout un tas de trucs, monter nos parents contre elle une fois pour toutes, et, pire que tout, elle avouait avoir délibérément provoqué la première fausse couche de Rebecca en versant quelque chose dans son verre lors d'un barbecue familial, il y a 2 ans. David a soudain foncé sur le téléphone de Rebecca, mais Malik s'est interposé. Malgré sa carrure discrète, il a su calmer David d'un simple regard. Ce dernier s'est arrêté net, docile, à l'injonction base de Malik « Assieds-toi ». Jessica, elle, était passée du rouge au blanc, puis soudain, verdâtre. Elle tenait son ventre, et durant un instant, j'ai cru qu'elle allait vomir sur le tapis perse de notre mère. C'est truqué, bredouilla-t-elle. Vous n'avez rien. Ces enregistrements sont des faux. Rebecca esquissa un sourire glacial. Vraiment? Parce que les originaux, je les ai. Avec les dates, les lieux, certaines en vidéo même. Comme celle où tu fouilles mes dossiers médicaux pendant mes rendez-vous de fertilité. Ou celle où tu apprends à ton fils à m'appeler la tante triste qui ne peut pas avoir d'enfant. Il a 4 ans, Jessica. 4 ans. Et tu lui transmets déjà ta méchanceté. Notre mère a enfin retrouvé la parole. Rebecca, Jessica, je vous en supplie. On est une famille. On peut régler ça sans tout ce cinéma. Du cinéma? Rebecca s'est tournée vers elle, la rancœur accumulée depuis des années surgissant d'un coup. Elle a couché avec mon fiancé pendant 6 mois. Elle s'est pointée en blanc à son mariage, enceinte de son enfant. Elle a copié toute l'organisation, contacté mes fournisseurs, essayé de me piquer ma robe, et tu appelles ça du cinéma? Tu as paradé à son mariage, comme si de rien n'était. Tu l'as choisi, comme d'habitude. On n'a pas pris parti, protesta faiblement notre père. Ne rien dire, c'est déjà prendre parti, ai-je lâché, sans même m'en rendre compte. Tous les regards se sont tournés vers moi. Tu n'as jamais rien dit face à toutes les crasses de Jessica, toute notre vie. Quand elle piquait les petits copains de Rebecca au lycée, tu disais que c'était dans la nature des garçons. Quand elle a pompé ses dissertations pour rentrer à la même fac, tu trouvais ça flatteur. Quand elle lui a carrément volé son fiancé, tu expliquais que Rebecca devrait être heureuse pour sa sœur. Tu as toujours fermé les yeux. Tu l'as toujours protégée. Ça fait 28 ans que ça dure. C'est à ce moment-là que Jessica a sorti sa carte favorite, les larmes. Chez elle, elles venaient à volonté, comme un réflexe. « Je suis enceinte », sanglota-t-elle. « Vous ne pouvez pas faire ça à une femme enceinte. Pensez à mes enfants. »« Justement, j'y pense », répliqua froidement Rebecca. « Ils méritent mieux qu'une mère qui ment, trompe et vole. Ils valent mieux que des parents qui leur apprennent qu'on peut tout faire sans jamais payer les conséquences. » Elle reprit son téléphone et lança un autre fichier. « Celui-là, c'est mon préféré, Jess. On t'entend te disputer avec David à propos de ses tromperies. Et pas parce que ça te fait de la peine, non, mais parce que, je cite, « Ces idiotes ne doivent pas croire qu'elles auront accès à mon argent. Tu savais tout, ça t'était égal, tant que les virements tombaient. » Soudain, le téléphone de David s'est mis à vibrer de partout. Des dizaines de notifications apparaissaient à la suite. Il a pâli en consultant l'écran. Les comptes pro, ils sont bloqués. Tous. Comment? Quand on pioche dans la caisse de la boîte pour payer des hôtels à ses maîtresses, ça s'appelle du détournement de fonds, expliqua Malik, imperturbable. Le conseil d'administration
l'administration a particulièrement apprécié les preuves. Réunion d'urgence il y a 1 heure. T'es encore salarié aujourd'hui, David. Mais demain matin, c'est fini pour toi. Quant à toutes ces femmes, elles ont été ravies de fournir des preuves. Surtout Samantha, la future maman. Elle t'en veut à mort. Surtout après que tu lui as juré que tu étais divorcée. Jessica s'est levée d'un bond, renversant un verre d'eau. Vous n'avez aucune preuve. Je vous poursuivrai pour diffamation. Je vous dépouillerai. Avec quel avocat? Répondit Rebecca. Marcus? Je suis au courant pour lui aussi. Sa femme aussi d'ailleurs. Elle est avocate, associée du cabinet, rien que ça. Pas sûr que Marcus réponde encore à tes messages. On aurait dit que la pièce s'était mise à tourner. Nos parents, eux, avaient en pris 10 ans d'un coup. Le visage défait. David glissait fébrilement sur l'écran de son portable, assistant impuissant à l'écroulement de sa vie en direct. Jessica restait plantée là, bouche bée, muette comme un poisson hors de l'eau. Voici ce qui va se passer, déclara finalement Rebecca, debout, la main instinctivement posée sur son ventre. Tu vas sortir d'ici, seule. Tu vas arrêter avec tes ragots sur moi. Tu commenceras une vraie thérapie, pas celle où tu manipules tout le monde pour paraître victime. Et tu restes loin de moi, loin de ma famille. Sinon quoi? Cracha Jessica, le masque complètement tombé. Tu crois m'avoir eu avec tes enregistrements? Tu crois que tu as gagné? Je te détruirai. Tout le monde saura qui tu es vraiment. Rebecca, implacable, lança une ultime vidéo. On y voyait Jessica, visiblement dans la chambre de Rebecca, un flacon de médicaments à la main. Ça suffira bien, disait sa voix. Quelques-unes dans son smoothie et adieu le bébé. Elle pensera que c'est encore une fausse couche. Pauvre Rebecca, stérile. Le silence est alors tombé, absolu. Même dehors, les sirènes s'étaient tues. Tu t'es filmé en train de prévoir mon empoisonnement, déclara Rebecca d'un ton incroyablement calme. Tu t'es filmé en le faisant, et tu as gardé la preuve. Pourquoi, Jess? Par fierté? Et là, Jessica s'est littéralement effondrée, ses jambes ne la portant plus. Elle s'écroula sur sa chaise, toute trace de combativité disparue. Je ne voulais pas... Ce n'était pas ce qui était prévu. Prévu quoi? Tuer mon bébé? Me rendre juste assez malade pour perdre l'enfant? Dis-moi, c'était quoi le but? Notre mère, à bout, éclata en sanglots. Des larmes vraies cette fois, pas celles, fabriquées, dont Jessica raffolait pour manipuler son monde. Mes enfants, balbutia-t-elle, submergée. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez laissé un monstre grandir, ai-je répondu sans émotion. Et maintenant, vous découvrez ce dont sont capables ceux qui se croient intouchables. Soudain, David se leva d'un bond. Faut que je parte. Les avocats, tout ça, je dois y aller. Il se dirigeait déjà vers la sortie, mais Malik l'arrêta d'un mot. Si j'étais toi, je n'irais pas chez toi. Samantha est là, elle t'attend avec ses frères. Crois-moi, ils veillent au grain sur leur sœur enceinte, celle avec qui tu as promis de divorcer pour l'épouser. Le visage de David se vida de tout son sang, à croire que c'était encore possible, et il se laissa glisser contre le chambranle de la porte. Rebecca attrapa son sac et serra la main que Malik lui tendait. On s'en va. Jess, tu as 48 heures pour retirer toutes tes caméras et autres gadgets de chez moi. J'ai déjà changé les serrures. Il faudra prévenir avant de venir. On t'autorisera l'accès, mais avec un agent de sécurité sur le dos. Rebecca, je t'en supplie, murmura Jessica, étranglée. Je suis ta sœur. Non, rétorqua Rebecca, ferme. Tu es juste quelqu'un qui a partagé le même utérus que moi. Une sœur ne tente pas d'empoisonner l'autre. Une sœur ne pique pas les fiancés. Une sœur ne provoque pas de fausses couches par pure jalousie. Tu n'es pas ma sœur. Tu es juste une personne que j'ai connue autrefois. Elle lança un regard à nos parents. Et vous deux, j'arrête de croire que vous me choisirez. Alors gardez votre préféré. Assumez. Mais sachez que mes enfants, eux, ne sauront jamais qui vous êtes. Ils ne garderont aucun souvenir de grands-parents qui sont restés passifs pendant qu'une fille d'abroyait l'autre. Rebecca et Malik avançaient déjà vers la sortie quand Jessica tenta un dernier baroud d'honneur. Tu continues d'enregistrer, non? Toute cette scène. Tu ne vaux pas mieux que moi. Rebecca s'arrêta sur le seuil et la regarda. La différence, c'est que j'enregistre des preuves quand il y a des délits. Toi, tu t'es filmé en train de les commettre. Et pour que tu saches, cette fois, il n'y a aucun enregistrement. Ce n'est pas utile. Tout le monde a entendu. Là. Maman, papa, David, notre sœur. Tout le monde sait désormais qui tu es vraiment. Ça suffira largement. Ils sont partis, et le silence qui a suivi est devenu étouffant. Jessica est restée devant la table, a fixé ses mains. David est resté prostré près de la porte. Nos parents se sont enlacés, complètement désorientés et anéantis, et moi, je me suis levée à mon tour. Tu vas où? Demanda ma mère d'une voix brisée. Chez Rebecca, ai-je répondu tout simplement, pour fêter dignement les jumeaux avec ma vraie sœur. Celle qui n'a jamais cherché à nuire à qui que ce soit, celle que vous auriez dû protéger au lieu de défendre son bourreau. En quittant la maison, j'ai entendu Jessica éclater en sanglots. Cette fois, ce n'était plus son grand numéro, mais de vrais sanglots, incontrôlables. Ceux qui vous saisissent quand on comprend qu'on a tout brisé autour de soi et qu'il ne reste plus personne à accuser à part soi-même. L'ambulance était déjà repartie quand je suis sortie. Le quartier paraissait tranquille, presque irréel, mais derrière ces murs, une famille venait d'imploser. Et, pour une fois, c'était la bonne personne qui en subissait les conséquences. J'ai rejoint Rebecca sans un mot, crispée sur le volant, ébranlée par ce qu'on venait de vivre. Tout semblait si paisible dans ces rues de banlieue, en décalage
décalage total avec le chaos qu'on laissait derrière nous. J'ai reconnu la voiture de Malik dans l'allée. La lumière du Porsche éclairait l'entrée, comme si on m'attendait. Rebecca est venue m'ouvrir avant même que je frappe. Sur son visage, la fatigue, mais aussi le soulagement. On s'est serré dans les bras, longuement, avant de rejoindre Malik dans la cuisine, en train de préparer du thé. « Depuis quand tu sais pour l'empoisonnement ?» ai-je demandé en buvant une gorgée. Rebecca s'est assise, accablée, posant instinctivement la main sur son ventre. « Depuis 6 mois, je suis tombée sur la vidéo en cherchant autre chose dans les images de surveillance. Au début, je n'y croyais pas. Même en connaissant Jessica, je n'aurais jamais pensé qu'elle irait jusque-là. Le lendemain, à l'aube, mon téléphone a sonné. C'était notre mère, affolée. Jessica avait débarqué en pleine nuit, exigeant leur aide, les enfants sous le bras, déboussolés et en larmes. David n'était pas rentré, et elle découvrait qu'il avait vidé tous leurs comptes avant le gel des comptes professionnels. Au petit déjeuner, j'ai mis Rebecca au courant. Elle m'a écoutée en silence, remuant son café décaféiné. Elle ne va pas lâcher l'affaire, a-t-elle lâché calmement. Jessica n'a jamais su perdre, ce n'est que le début. Elle ne se trompait pas. À midi, j'avais déjà reçu 17 appels de Jessica. Les messages vocaux se sont enchaînés, d'abord larmoyants, puis furieux, puis carrément menaçants. Elle affirmait détenir d'autres preuves, d'autres secrets, et nous promettait l'enfer si on ne se rangeait pas de son côté. L'après-midi, Rebecca m'a conviée dans son bureau, une vraie salle d'enquête, planning partout, documents, photos, comme dans un commissariat. Je me prépare à ça depuis 2 ans, m'a-t-elle expliqué. J'ai anticipé la moindre de ses entourloupes. Elle m'a montré des dossiers, preuves des détournements opérés par Jessica sur les comptes de David, échanges de messages avec ses amants, et même des enregistrements où Jessica dressait ses enfants contre Rebecca lors des repas de famille. Mais le pire, a-t-elle murmuré en ouvrant un autre dossier, c'est la manière dont elle manipule ses propres enfants. Elle les utilise comme des boucliers depuis le début. 3 jours sans incident ont suivi. Puis, retour à la charge de Jessica. Elle s'est ramenée dans la société d'investissement de Malik, les enfants à sa suite, et a semé une pagaille monstre dans le hall d'accueil. Elle l'a accusé devant tout le monde de faire couler sa famille, de voler de pauvres petits. Il a fallu appeler la sécurité, en pleine journée, sous les yeux des clients. Ce soir-là, Malik est rentré pour la première fois avec les traits tirés. Elle veut me salir auprès de mes collègues, a-t-il confié à Rebecca. Mes associés voient tout ça d'un très mauvais œil. Rebecca lui a pris la main. « Je suis désolée, je n'ai jamais voulu que ton travail en souffre. Écoute, on est à 2 là-dedans, lui répondit-il avec assurance. Je savais parfaitement qui était Jessica quand je t'ai épousée. Tu n'y es pour rien. Mais Jessica n'en avait pas fini. Dès le lendemain, elle s'est créée de faux profils sur les réseaux sociaux et s'est mise à dévoiler des informations privées au sujet de Rebecca. Elle réécrivait leur enfance à sa sauce, présentant Rebecca comme la sœur rongée par la jalousie, toujours envieuse de ses réussites. Elle a même publié des photos du premier mariage de Rebecca, prétendant qu'elle lui avait tout volé. J'ai passé des heures à signaler ses comptes, mais d'autres apparaissaient aussitôt. Rebecca, imperturbable, gardait des traces de tout. Qu'elle s'enfonce toute seule, lançait-elle. Chaque publication, c'est une pièce de plus au dossier. Une semaine plus tard, Jessica a changé de stratégie. Elle a fait appeler Rebecca par les enfants, visiblement coachés, tous en pleurs, pour supplier leur tante de revenir. La petite, qui n'avait que 4 ans, récitait mot à mot un texte dicté par Jessica. « Maman dit que tu nous détestes maintenant. Tu ne nous aimes plus ?» Après cet appel, Rebecca a dû quitter la pièce. Je ne l'avais pas vue pleurer une seule fois depuis le début de cette histoire. « Ces pauvres petits !» a-t-elle soufflé. « Ils ne devraient vraiment pas avoir à subir tout ça. » Pendant ce temps-là, David était réapparu, caché chez Samantha, la femme enceinte avec qui il avait une liaison. Mais tout a volé en éclats quand 2 autres de ses aventures sont venus faire une scène chez elle. Le scandale s'est retrouvé sur les groupes de voisinage, avec des vidéos de David pourchassé par 3 femmes furieuses en pleine rue. Il m'a appelé à l'aide, paniqué. « Il faut que tu me fasses parler à Rebecca, je t'en supplie, ça va trop loin. Il faut que ça s'arrête. Je ferai tout ce que tu veux. Tu as fait tes choix, David, » ai-je répondu froidement. Tu as détruit ta vie tout seul. Rebecca ne fait que te renvoyer à ce que tu es devenu. Nos parents étaient totalement dépassés, hébergeant Jessica et ses enfants tout en cherchant à digérer la révélation de l'empoisonnement. Maman m'appelait chaque jour, oscillant entre défendre Jessica, elle devait plaisanter dans cette vidéo, et l'indignation. Mais enfin, comment a-t-elle pu faire ça à sa sœur? 2 semaines après le début de ce chaos, Jessica a commis l'irréparable. Elle a contacté le gynécologue de Rebecca en se faisant passer pour elle, dans l'espoir d'obtenir son dossier médical. Mais la clinique, bien rodée, a tout de suite prévenu Rebecca. C'était l'élément qui lui manquait. Le vol d'identité et la tentative d'obtenir des informations médicales sont des infractions très graves. Rebecca a donc porté plainte, se limitant toutefois à ces faits précis, sans impliquer tout le reste du drame familial. Jessica a paniqué. Au milieu de la nuit, elle a débarqué devant chez moi, tambourinant à la porte à 2h du matin. « Tu dois l'arrêter !» hurlait-elle à travers la porte. « Je suis ta sœur aussi. Comment peux-tu te ranger de son côté ?» J'ai appelé la sécurité de l'immeuble sans ouvrir. Pendant qu'on la raccompagnait, elle m'a menacée en criant qu'elle allait ruiner ma vie elle aussi, affirmant connaître des secrets qui pourraient détruire ma carrière. Des menaces creuses, mais tout l'immeuble a entendu la scène. Le matin
matin suivant, l'avocat de Rebecca a envoyé à Jessica une mise en demeure détaillée, listant chaque acte de harcèlement, chaque menace, chaque tentative de nuire à la réputation de Rebecca et Malik. Un document solide et implacable. Jessica a alors tenté de manipuler nos parents pour qu'ils contractent un prêt afin de l'aider, prétextant qu'elle avait besoin d'un avocat pour contrer les soi-disant mensonges de Rebecca. Pour la première fois, papa a tenu bon. Nous t'avons suffisamment soutenu, lui a-t-il lancé. Tu as empoisonné ta sœur. Il existe une vidéo qui le prouve. Rien ne justifie ça. Ce refus a littéralement brisé quelque chose chez Jessica. Elle a commencé à agir de façon erratique, retirant les enfants de l'école sous prétexte que Rebecca y avait placé des espions, puis quittant la maison familiale pour s'installer dans un motel avec les enfants, complètement perdus. L'aide sociale à l'enfance s'est finalement manifestée après le signalement de l'école pour absence prolongée et comportement inquiétant de la mère. Ce n'était pas le fait de Rebecca, mais Jessica l'a accusée malgré tout. L'assistante sociale, venue sur place, a découvert les enfants livrés à eux-mêmes, mangeant uniquement de la malbouffe, tandis que Jessica passait son temps à créer de faux profils et à filmer des vidéos décousues sur sa prétendue persécution. Pendant tout ce tumulte, Rebecca s'est consacrée à sa grossesse. Le stress jouait sur sa santé. Son médecin l'a obligée à garder le lit partiellement. Je passais mes soirées chez elle, l'aidant pour tout, et surtout en lui tenant compagnie. On ne parlait jamais de Jessica durant ces moments. On préparait l'arrivée des jumeaux, on discutait de prénoms, on regardait des émissions légères. Mais Jessica ne nous lâchait pas. Elle a réussi à savoir où avaient lieu les rendez-vous médicaux de Rebecca et s'est mise à traîner sur le parking du cabinet, se contentant d'observer de loin, sans l'approcher. C'était glaçant. Malik a fini par engager une société de sécurité pour accompagner Rebecca. Jessica filmait les agents, postait des vidéos prétendant que Rebecca avait engagé des gorilles pour l'intimider. Mais sous ces publications, les internautes n'étaient même pas dupes. La plupart la dénonçaient, scandalisés qu'elle traque une femme enceinte. 3 semaines plus tard, la vie de David a totalement basculé. Le conseil d'administration a prononcé son licenciement pour détournement de fonds. Ses comptes ont été gelés en attendant l'enquête. Samantha a accouché d'une petite fille et a aussitôt demandé une pension. D'autres femmes sont ensuite sorties du silence avec leurs propres accusations. David se retrouvait dans une impasse totale. Désespéré, il a fait quelque chose d'inattendu. Il est allé voir la police et a tout avoué. Ses infidélités, le détournement d'argent et même tout ce qu'il savait des machinations de Jessica contre Rebecca. Il a proposé de témoigner contre Jessica pour obtenir un peu d'indulgence. Jessica a appris la trahison de David quand la police est venue l'interroger au motel. D'après le rapport auquel j'ai pu avoir accès, elle a complètement perdu les pédales, jetant des objets et criant sans aucune cohérence, sous les yeux terrorisés de ses enfants. Pour la protection de l'enfance, cette fois, la coupe était pleine. On a retiré la garde des enfants à Jessica en les confiant temporairement à nos parents, le temps que l'enquête suive son cours. Comme à son habitude, Jessica accusa Rebecca, alors qu'elle n'y était absolument pour rien. Le soir même où les enfants furent placés chez nos parents, elle envoya un dernier message à Rebecca. Une vidéo tournée sur un pont, dans laquelle elle menaçait de se suicider si Rebecca ne renonçait pas à ses avocats et ne lui versait pas d'argent. Rebecca a immédiatement appelé les secours, qui sont parvenus à la localiser et l'ont conduite pour une évaluation psychiatrique. Lors de sa garde à vue de 72 heures, d'autres vérités ont éclaté. Le psychiatre a découvert que Jessica prenait depuis des années les médicaments de David contre le TDAH, tout en les mélangeant à l'alcool et à d'autres substances. Ses réactions imprévisibles s'expliquaient en partie par ses addictions, même si rien ne justifiait la cruauté avec laquelle elle agissait. En l'espace de quelques semaines, nos parents ont pris un sérieux coup de vieux. Ils ont fini par entamer une thérapie et ont dû reconnaître à quel point leur préférence affichée pour Jessica avait mené tout le monde à la catastrophe. On a toujours tout passé à Jessica, m'a soufflé maman en larmes. On pensait acheter la paix, mais en fait, on lui a appris qu'elle pouvait blesser impunément. À sa sortie de l'hôpital, Jessica s'est retrouvée réellement seule pour la première fois. David avait disparu, absorbé par ses problèmes judiciaires. Les enfants étaient chez nos parents, désormais décidés à poser des limites claires. Ses amis se sont éloignés, lassés de ses crises de colère sur les réseaux sociaux. Même Marcus, l'avocat avec qui elle avait eu une aventure, a fini par déposer une ordonnance d'éloignement après qu'elle soit venue affronter sa femme chez lui. Jessica a trouvé refuge dans un motel bon marché et, pour la première fois depuis des années, a accepté un véritable emploi dans une supérette. Elle a continué à poster des vidéos, mais elle devenait de plus en plus incohérente et déconnectée, si bien que son public s'est peu à peu évaporé, fatigué de ses histoires à dormir debout. Pendant ce temps, la grossesse de Rebecca se passait bien. Les jumeaux grandissaient normalement malgré le stress ambiant. Avec Malik, elle avait transformé la chambre d'amis en adorable chambre de bébé, peinte en jaune pâle avec des moulures blanches. J'ai passé un après-midi à les aider à monter les lits d'enfants, et pendant quelques heures, on a réussi à croire que tout pouvait rentrer dans l'ordre. Mais la normalité paraissait encore loin.
loin. Un jour, Jessica est tombée sur la liste de naissance de Rebecca en ligne et s'est mise à commander des cadeaux, assortis de messages inquiétants. Sur un colis, on pouvait lire « Pour les bébés que tu m'as volés ». Sur un autre, « J'espère que ceux-là remplaceront ceux qui ne sont jamais arrivés ». Rebecca a dû contacter chaque magasin pour bloquer tout nouvel achat de la part de Jessica. C'était épuisant de devoir se défendre en permanence contre ces petites attaques malveillantes, mais Rebecca s'est organisée, notant minutieusement chaque incident pour constituer un dossier solide. 6 semaines après la dispute du dîner, Jessica a tenté un ultime coup de poker. Elle a contacté un journaliste à scandale, décidé à vendre sa version de la sœur maléfique qui lui aurait ruiné la vie. Elle a transmis ses enregistrements, persuadée qu'ils accablaient Rebecca et Malik. Mais le journaliste s'est surtout intéressé aux propres aveux de Jessica, qui ressortaient clairement des bandes. Le fameux scoop s'est transformé en publication centrée sur sa confession d'avoir empoisonné sa sœur enceinte. Sans le vouloir, Jessica avait fourni la preuve de ses actes en cherchant à piéger Rebecca. Lors de la parution de l'article, le peu de personnes qui lui donnaient encore raison l'ont définitivement lâché. Même ceux qui défendèrent son statut de victime ont été horrifiés par ses propres mots, où elle reconnaissait être responsable de la fausse couche. Sur Internet aussi, les quelques soutiens qui lui restaient ont disparu. Nos parents ont alors pris une décision radicale. Ils ont lancé une procédure pour obtenir la garde provisoire des enfants de Jessica et se sont engagés à les préserver de l'influence de leur mère. Une décision douloureuse, mais il s'avère que les enfants avaient besoin de stabilité et de sécurité. Jessica, fidèle à elle-même, a choisi de braver l'interdiction de contact d'une manière spectaculaire. Elle s'est présentée chez Rebecca alors que j'y étais pour dîner, sans sonner ni frapper, restant plantée dans le jardin à observer. Quand Malik est sorti lui demander de partir, elle s'est mise à hurler que Rebecca avait gâché sa vie et tout volé. Les voisins ont fini par appeler la police. Loin de se démonter, Jessica a sorti son téléphone et s'est filmée en direct, prétendant être arrêtée simplement parce qu'elle aimait trop sa sœur. Les policiers sont restés calmes mais fermes. Elle violait une décision judiciaire et devait partir ou être arrêtée. Jessica a préféré être arrêtée. Pendant qu'on lui mettait les menottes, elle n'a pas pu s'empêcher de fixer la caméra. « Rebecca, je sais que tu me regardes. Ce n'est pas fini. Tu m'as tout pris. Mon mari, mes enfants, ma vie. Je ne cesserai jamais de te faire payer. » Mais même en prononçant ces mots, on voyait qu'elle avait perdu la partie. Non parce que Rebecca lui avait tout pris, mais parce qu'elle avait tout détruit elle-même, à force de mensonges, d'acharnement et d'un total refus de se remettre en question. Je suis restée avec Rebecca cette nuit-là. Elle était secouée par l'irruption de Jessica, mais au fond d'elle, il y avait comme une forme d'apaisement. Je savais que ça finirait comme ça, m'a-t-elle confié. Jessica doit toujours avoir le dernier mot, même quand elle a déjà tout perdu. Cette nouvelle arrestation constituait une violation grave de l'injonction, et cette fois, les conséquences judiciaires étaient inévitables. Jessica a passé la nuit en garde à vue et n'a retrouvé la liberté que le lendemain matin, sous caution. Nos parents, décidés à ne plus faiblir, ont refusé de payer sa caution. Elle a dû recourir à un organisme payant, ce qui a encore aggravé sa situation financière. Tout ce stress retombait évidemment sur Rebecca. Son médecin s'est inquiété pour sa tension et le risque d'accouchement prématuré. On lui a prescrit un repos complet jusqu'à la naissance. Malik a pris un congé et j'ai adapté mon emploi du temps pour être là quand il ne pouvait pas. Durant cette période de calme forcé, Rebecca m'a tout raconté sur l'ampleur de la trahison de Jessica. Ce n'était pas que David, m'a-t-elle dit un après-midi. C'était tous mes copains, chaque réussite que j'obtenais, tout moment heureux que je vivais. Elle ne supportait pas que j'aie quelque chose qu'elle n'avait pas. Elle m'a montré d'anciens journaux intimes datant du lycée où elle avait consigné, page après page, la manière dont Jessica s'était acharnée à la démolir. Des professeurs que Jessica avait su séduire pour influencer les notes de Rebecca, des amis qu'elle dressait contre elle à coups de mensonges savamment orchestrés, des occasions gâchées par des lettres anonymes. Je croyais qu'en partant à la fac, j'allais enfin tourner la page, a-t-elle enchaîné. Mais Jessica m'a suivie. Elle a postulé dans la même université en s'inspirant de mes propres dissertations. Elle a rejoint la même sororité que moi. Après chacune de mes ruptures, elle sortait avec mes ex, simplement pour prouver qu'elle en était capable. Le schéma sautait aux yeux et avait de quoi inquiéter. Toute l'identité de Jessica semblait reposer sur ses conquêtes aux dépens de Rebecca. Dès lors qu'il n'y avait plus rien à prendre, elle paraissait vide, sans repère. Et aujourd'hui, privée de toute emprise, c'est elle qui sombrait. 2 mois après l'affrontement, les conséquences judiciaires ont rattrapé tout le monde. David a reconnu sa culpabilité dans l'affaire de détournement de fonds et a écopé de 2 ans derrière les barreaux, même s'il devait probablement bénéficier d'une remise de peine pour bonne conduite. Son témoignage contre Jessica faisait partie de l'accord passé avec le procureur. Quant à Jessica, elle devait comparaître le mois suivant pour usurpation d'identité et harcèlement. Son avocate commise d'office lui a conseillé de négocier, mais Jessica a refusé, bien décidée à prouver à la cour qu'elle était la vraie victime. Nos parents, eux, peinaient à se résoudre à témoigner contre elle. Ils avaient déjà déposé au sujet de la vidéo d'empoisonnement et des aveux de Jessica, mais se présenter à la barre leur donnait l'impression de la trahir pour de bon. Leur thérapeute les a aidés à prendre du recul. Il ne s'agissait pas de choisir leur camp, mais
mais de protéger leurs petits-enfants et de rappeler à Jessica ses responsabilités. Durant cette période, Rebecca a accouché prématurément. Son corps n'a pas tenu face au stress prolongé. J'étais à ses côtés quand sa poche des os s'est rompue, 5 semaines trop tôt, et on a filé à l'hôpital, la main crispée dans la mienne, murmurant « Pas maintenant, s'il te plaît, pas encore ». Mais cette fois, le destin a été plus clément. Les jumeaux, une fille et un garçon, sont nés menus silhouettes, mais en bonne santé. 2 semaines en service de néonatologie, mais aucune complication majeure à signaler. Rebecca et Malik les ont appelés Alexandra et Nicolas, comme pour inscrire le début d'une histoire nouvelle, loin des déchirures familiales. Jessica n'a appris la naissance que grâce aux réseaux sociaux. Quelqu'un avait laissé un message de félicitations sur la page professionnelle de Malik. Sa réaction a été d'adresser à l'hôpital une carte venimeuse. Bravo d'avoir réussi à me voler ma vie jusqu'au bout. Profite bien de ce qu'il me reste. L'hôpital a intercepté la carte et l'a ajoutée au dossier destiné au procès à venir. Même là, Jessica n'a pas pu s'empêcher de chercher à blesser. Au retour des jumeaux à la maison, et alors que la vie reprenait un rythme plus apaisé, la famille a pu commencer à se reconstruire. Nos parents, qui avaient la garde temporaire des enfants de Jessica, ont travaillé main dans la main avec des professionnels pour aider ces derniers à se libérer de l'emprise maternelle. Peu à peu, ils ont compris, ces enfants, que l'amour n'impliquait pas de faire du mal, que la famille devait être un soutien, non une source de sabotage. Depuis sa cellule, David a adressé à Rebecca une lettre mêlant excuses et auto-apitoiement, avec cependant la reconnaissance de la souffrance qu'il lui avait infligée. Rebecca l'a parcouru une seule fois, puis l'a jeté. « Ça ne vaut pas la peine de s'y attarder », a-t-elle lâché, déjà tournée vers ses bébés et leur avenir. Quant à Jessica, son monde se rétrécissait chaque jour un peu plus. Elle a perdu son emploi après avoir enchaîné les absences pour les audiences. Son hôtel l'a expulsée faute de paiement. Elle s'est réfugiée chez une cousine éloignée, ignorante de toute l'affaire, mais cela n'a guère duré. Au bout d'une semaine, la cousine a tapé son nom sur Internet, a lu la presse, et la porte s'est refermée. La veille du procès, Jessica a tenté une ultime manipulation. Elle a appelé nos parents en pleurs, jurant qu'elle regrettait tout, qu'elle avait fait des efforts et qu'elle allait mieux. Elle les suppliait d'abandonner les poursuites, de lui donner une dernière chance. Mais lorsqu'ils ont poliment expliqué qu'il n'était plus possible de revenir en arrière, elle s'est effondrée en cris, preuve que rien n'avait vraiment changé. Le procès a été plié en un rien de temps. Les preuves étaient accablantes. Les enregistrements que Jessica avait elle-même prévus pour faire pression sur Rebecca se sont retournés contre elle, dévoilant le schéma répétitif de son harcèlement. L'usurpation d'identité à la clinique avait été formellement constatée. Il n'y avait rien à dire. Jessica, contre l'avis de son avocate, a tenu à s'exprimer à la barre, tentant de jouer la victime poussée à bout par la méchanceté de Rebecca, mais sous les questions précises de l'accusation, son discours s'est effondré. Incapable de justifier la vidéo d'empoisonnement comme le vol d'identité, ses larmes, jadis si efficaces, semblaient aujourd'hui factices à quiconque l'observait. Le jury n'a pas mis plus de 2 heures à la déclarer coupable sur tous les points. Le juge, relevant la cruauté particulière d'avoir empoisonné une femme enceinte et le harcèlement continu, a condamné Jessica à 18 mois de prison et 3 ans avec sursis, assorti d'une interdiction absolue de contact avec Rebecca, Malik et leurs enfants. Au moment d'être emmenée, Jessica a jeté un ultime regard à Rebecca, un regard où la haine se mêlait à une forme de désarroi, comme si elle n'arrivait toujours pas à comprendre que toutes ces années de manipulation l'avaient menée là. Rebecca, elle, n'a pas assisté à la sentence. Elle était restée chez elle, blottie avec ses jumeaux, consciente de bâtir la vie que Jessica avait voulu lui arracher. Quand je lui ai annoncé le verdict, elle s'est contentée d'un hochement de tête. « C'est fini », a-t-elle murmuré. « Enfin, c'est fini. » Mais nous savions tous, au fond, que rien n'était tout à fait terminé. Jessica allait purger sa peine puis ressortir. Il lui faudrait tout reprendre à zéro. Peut-être finirait-elle par comprendre, ou peut-être bien qu'elle ne ferait que s'enfermer davantage dans son amertume. Les enfants grandiraient en sachant que leur mère avait fait passer la cruauté avant sa propre famille, et les cicatrices resteraient à jamais. Pourtant, ce soir où j'ai vu Rebecca bercer ses petits pendant que Malik préparait le dîner, j'ai entrevu une once d'espoir. Elle avait résisté aux pires attaques de Jessica. Elle avait tenu bon et protégé les siens. Elle s'était protégée elle-même. Jamais elle n'avait laissé le venin de sa sœur, qu'il soit symbolique ou bien réel, anéantir sa part de bonheur. Notre famille ne serait plus jamais comme avant. L'illusion de l'harmonie avait volé en éclats, remplacée par un lien plus vrai, sans doute plus douloureux, mais peut-être aussi plus solide. Peut-être que la première étape pour guérir, c'était d'accepter de regarder la réalité telle qu'elle était, même si elle faisait mal. En quittant la maison de Rebecca ce soir-là, j'ai repensé au chemin opposé qu'avaient choisi les 2 sœurs. Rebecca avait pris le parti de l'amour. Elle s'était construite auprès de Malik et de leurs enfants. Jessica
Elle n'avait fait que semer la haine, détruisant tout ce qu'elle touchait simplement pour faire du mal à sa sœur. Et à présent, les conséquences étaient là, sous nos yeux. Rebecca baignait dans l'amour et bâtissait un avenir. Jessica, elle, se retrouvait seule devant les décombres d'une vie qu'elle avait elle-même réduite à néant. C'était une forme de justice, imparfaite, certes, mais bien réelle. Les jumeaux pleuraient encore quand j'ai pris la route, de ces bruits familiers d'une famille qui va bien. À travers la fenêtre, j'apercevais Malik et Rebecca, soudés, faisant front ensemble pour apaiser les enfants, une équipe unie par l'amour et une volonté commune. C'est cela que Jessica avait cherché à dérober, ce qu'elle n'avait en vérité jamais compris. Le vrai amour, ce n'est pas prendre ce qui appartient aux autres, c'est construire, à deux, quelque chose qui tienne. Sur le chemin du retour, je savais que le plus dur n'était pas terminé. Il restait les démarches juridiques, les audiences pour la garde et la difficulté quotidienne de préserver les enfants de l'influence de leur mère. Mais Rebecca venait de prouver qu'elle était capable de tout affronter. Malgré tout ce que lui avait fait subir sa sœur, elle en ressortait plus forte. La famille de notre enfance n'existait plus, balayée par les choix de Jessica et la lâcheté de nos parents. Mais de ces ruines, quelque chose de nouveau voyait le jour. Une famille enracinée dans la sincérité, la responsabilité, loin des faux semblants et des excuses. Ce n'était pas un tableau idyllique, mais c'était vrai. Et pour la première fois depuis des années, je sentais que cela suffisait. Le lendemain du verdict, je me suis réveillée avec une avalanche de messages sur mon téléphone, tous envoyés depuis des numéros inconnus. Il s'agissait de la sœur d'une codétenue de Jessica qui proposait, contre de l'argent, de transmettre des messages. J'ai bloqué le numéro sans réfléchir, mais d'autres textos ont aussitôt suivi, émanant cette fois d'autres portables. Même derrière les barreaux, Jessica avait trouvé le moyen de continuer son harcèlement. Rebecca et Malik ont fini par changer de numéro, mais l'emprise de Jessica allait bien plus loin. Elle avait convaincu une codétenue de demander à ses proches d'ouvrir de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux pour y publier d'anciennes photos de Rebecca et de David, assorties de commentaires accusateurs sur l'amour volé par une sœur jalouse. Les publications mentionnaient les collègues de Rebecca, les associés de Malik et même le pédiatre des jumeaux. Nos parents ont appris que Jessica les appelait en PCV à répétition, jour après jour, alternant entre pleurs d'excuses et menaces à peine voilées. Et quand ils ont arrêté de répondre, elle s'est mise à leur écrire. Des dizaines de lettres, parfois 5 ou 6 dans la même semaine. Elle détaillait précisément ce qu'elle comptait faire à sa sortie, sa volonté de reprendre ses enfants ou de forcer Rebecca à payer. L'une de ces lettres a particulièrement troublé notre père. Jessica y expliquait comment elle surveillait la maison de Rebecca, notait les horaires de Malik, mes passages, ou même la livraison du courrier. Les détails étaient tellement justes que ce n'était pas un hasard. Quelqu'un la renseignait de l'extérieur. Ce quelqu'un, c'était Klaus, un homme qu'elle avait rencontré via un site de correspondance pour détenus. Il venait la voir souvent, lui ramenait des colis et lui jurait de l'aider à se venger. Nos parents n'ont compris ce qui se passait que lorsque Klaus s'est présenté chez eux, affirmant que Jessica lui avait demandé de récupérer ses affaires, des albums de famille ou d'anciens annuaires scolaires. Papa a refusé de le laisser entrer, mais Klaus n'a pas laissé tomber et est revenu plusieurs jours, restant garé devant la maison de longues heures, à observer. Finalement, maman a prévenu la police, mais Klaus a déclaré qu'il ne faisait que rendre visite à la famille de sa fiancée. Jessica, paraît-il, avait accepté de l'épouser au parloir, alors qu'ils ne se connaissaient que depuis 2 mois. Rebecca a fini par mandater un détective privé pour en savoir plus sur Klaus. Ce qu'il a découvert était plus que troublant. Cet homme avait un passé de prédateur, ciblant les femmes incarcérées et arnaquant leurs familles, en leur promettant son aide. 3 familles d'ex-fiancés avaient même obtenu des mesures d'éloignement contre lui, mais Jessica feignait de l'ignorer, ou s'en moquait éperdument. Avec lui, elle avait enfin trouvé le complice prêt à agir pour elle à l'extérieur. L'enquêteur a aussi mis au jour d'autres faits. Klaus avait cherché à contacter les anciennes maîtresses de David pour tenter d'obtenir des ragots sur Rebecca et Malik. La plupart lui ont claqué la porte au nez, mais l'une d'elles, Victoria, avait accepté de vendre ses informations pour l'argent promis par Jessica. Cela expliquait la justesse effrayante de certains détails dans les lettres de Jessica. Victoria, qui travaillait dans un café près du quartier de Rebecca, avait pris l'habitude d'observer discrètement les allées et venues de la famille. Quand elle a été confrontée, elle a fini par craquer et avouer. Klaus lui avait offert 5 000 € en échange de tout ce qui pourrait entacher l'image de bonheur de Rebecca. Pendant ce temps, les enfants de Jessica souffraient en silence. L'aîné, la nuit, appelait sa mère dans ses cauchemars. Le cadet s'était complètement replié sur lui-même, incapable d'ouvrir la bouche à l'école. Et le plus petit, à peine 2 ans, ne cessait de demander quand sa maman rentrerait. Nos parents faisaient ce qu'ils pouvaient, mais les enfants avaient besoin d'un soutien que seuls, eux, ne parvenaient pas à leur donner. Rebecca, même si elle n'en avait pas le droit, s'est sentie responsable de ses neveux et de sa nièce et a pris une décision difficile. Elle ne pouvait pas avoir de contact direct avec eux, mais elle avait tout de même ouvert des comptes épargne pour financer les études de chaque enfant et fait venir chaque semaine un psychologue spécialisé. Les factures arrivèrent chez nos parents, mais Rebecca réglait tout discrètement, sans jamais chercher la moindre reconnaissance. Pendant ce temps, Klaus avait redoublé d'acharnement.
Il débarquait au bureau de Malik sous prétexte de projet d'affaires, et quand la sécurité le mettait dehors, il patientait dans le parking pour aborder ses collègues et leur raconter que Malik avait ruiné une famille innocente. L'inquiétude avait gagné certains clients et les associés de Malik avaient fini par organiser une réunion pour régler la situation. Malik avait géré tout cela avec brio, apportant tous les justificatifs nécessaires. Interdiction d'approcher contre Klaus, condamnation de Jessica, preuves à l'appui. Les associés, scandalisés, en voulaient non pas à Malik, mais à Jessica qui continuait ses manigances depuis sa cellule. Ils avaient alors renforcé la sécurité de l'immeuble et interdisaient à Klaus tout accès, mais il ne renonçait pas pour autant. Il s'est même pointé à la crèche des jumeaux en prétendant être leur oncle. Les responsables ont appliqué le protocole et tout de suite prévenu Rebecca. Elle est arrivée pour le trouver en pleine dispute avec la directrice, insistant sur son soi-disant droit de voir sa famille. La police l'a arrêté, mais au bout de quelques heures, il était dehors. Ce soir-là, Rebecca l'a découvert dans son jardin, en train de prendre des photos de la maison au téléobjectif à travers les fenêtres. Malik l'a mis en fuite, non sans que Klaus hurle « Jessica ne renoncera jamais à ce qui lui appartient ». Les caméras de surveillance avaient tout enregistré, et cette fois, Klaus a été rattrapé pour harcèlement. Même derrière les barreaux, il continuait à semer le trouble, passant des lettres de Jessica à des visiteurs d'autres détenus pour contourner les contrôles. Les lettres incluaient des photos prises par Klaus, Rebecca aux courses, Malik à la station-service, et moi-même devant chez moi. Nos parents n'en pouvaient plus. Maman, rongée par l'angoisse, sursautait au moindre bruit. Papa dormait désormais une batte de baseball près de lui. Ils adoraient les enfants de Jessica, mais avaient le sentiment d'être pris au piège, à devoir les protéger tout en se protégeant eux-mêmes de la folie de leur propre fille. Puis le point de non-retour est arrivé. L'ex-codétenu de Jessica, à peine sortie de prison, s'est présenté chez Rebecca avec un message. Elle est restée plantée sur le pas de la porte à lire une lettre griffonnée par Jessica. « Je sais où vont les jumeaux à la crèche. Je sais à quelle heure tu les récupères. Je connais ton itinéraire pour rentrer. Klaus surveille. Il sera toujours là. Rends-moi mes enfants ou je prendrai les tiens. » Rebecca a appelé la police immédiatement. La femme a été arrêtée pour menace, mais c'était trop tard. Le choc était là. Rebecca et Malik ont vite retiré les jumeaux de la crèche, recruté des gardes 24h24 et installé de nouvelles caméras jusque dans le moindre recoin de la propriété. Le stress était à son comble. Rebecca éprouvait toutes les difficultés du monde à allaiter les jumeaux. Malik ne dormait plus et vérifiait les caméras en boucle chaque nuit. Quant à moi, je changeais sans cesse de trajet pour éviter d'être suivie, ne pouvant m'empêcher d'être paranoïaque. Nos parents avaient pris un coup de vieux monumental en quelques semaines. À voir la tension sur leur visage, on comprenait le poids de devoir protéger les enfants tout en craignant leur propre fille. 3 mois après l'incarcération de Jessica, la situation a basculé. Jessica correspondait avec plusieurs hommes qu'elle appâtait sur des sites de rencontres pour prisonniers, leur promettant monts et merveilles contre un service. 2 de ces prétendants se sont pourtant retrouvés le même jour au parloir, ce qui a tourné à la bagarre. Arrestation pour les 2, et Jessica a perdu le droit de recevoir du courrier. Privée de ses moyens pour continuer ses manipulations, elle s'est mise à provoquer des incidents avec d'autres détenus, espérant allonger sa peine pour retarder l'inévitable. Mais le directeur de la prison n'a pas été dupe. Plutôt que d'ajouter une nouvelle condamnation, il l'a placée à l'isolement sous prétexte de sécurité. Klaus, de son côté, n'a pas pu s'empêcher de violer une nouvelle fois son contrôle judiciaire et a recontacté la famille de Rebecca. Il a écopé de 6 mois de prison, mais pas sans envoyer un ultime colis à Rebecca. À l'intérieur, des centaines de photos accumulées pendant des mois, la famille dans des parcs, des commerces, des restaurants. Au dos de chaque photo, des descriptions détaillées retracèrent leurs moindres faits et gestes, révélant une obsession inquiétante. Le procureur s'est servi de ce florilège de preuves pour accuser Klaus et Jessica de complot d'enlèvement, à cause de leurs menaces sur les jumeaux, et de harcèlement aggravé. Ces chefs pourraient bien ajouter plusieurs années à la peine de Jessica en cas de condamnation. Son avocate commise d'office a réussi à la convaincre d'accepter un accord. Le parquet a accepté d'abandonner l'accusation de complot d'enlèvement en échange d'un plaidoyer coupable pour harcèlement et surveillance. Sa peine a été prolongée de 3 ans et elle a été transférée à 800 km, rendant tout contact quasi impossible. Nos parents ont alors trouvé la force de demander la garde définitive des enfants de Jessica. Les audiences étaient éprouvantes. L'aîné a témoigné en visio, racontant que sa mère lui avait appris à dire des mensonges sur Rebecca, comme « Tati Rebecca a volé papa ». Le juge a accordé la garde permanente à nos parents, désignant Rebecca et Malik comme tuteurs si besoin. David, depuis sa cellule, a signé la renonciation à ses droits parentaux sans résistance, déterminé à tourner la page aussi bien des enfants que du chaos laissé par Jessica. Sa seule exigence était de voir son nom effacé des actes de naissance, une procédure impossible, mais qui montrait sa volonté de couper tous les ponts. Avec Klaus en prison et Jessica désormais coupée du monde, l'équilibre a commencé à revenir, petit à petit. Rebecca et Malik sont restés prudents, mais ont retrouvé le plaisir de sortir. Les jumeaux ont franchi des étapes importantes. Leur premier sourire, leur premier geste, leur petit gazouillis, autant de bonheur simple mais incroyablement précieux après tant de tourments. J'ai aidé nos
nos parents à refaire les chambres des enfants de Jessica, effaçant tout ce qui rappelait ce passé chaotique pour leur offrir des espaces où ils pourraient se sentir enfin en sécurité. Rapidement, la stabilité et la thérapie ont porté leurs fruits. L'aîné ne faisait plus de cauchemars, celui du milieu s'était remis à parler, et le petit dernier s'est très vite adapté, appelant spontanément nos parents papy et mamie. 6 mois après le placement de Jessica, on a appris qu'elle était placée sous surveillance suicide. Non parce qu'elle courait un réel danger, mais parce qu'elle utilisait cette menace pour essayer d'obtenir des passe-droits. Le rapport du psychiatre était sans appel. La patiente ne manifeste aucun vrai remords. Elle continue à rendre les autres responsables de ce qui lui arrive et présente des troubles du comportement antisociaux persistants. Rebecca a alors dû prendre une décision difficile. Elle a écrit à la prison en proposant, via des avocats, de financer un vrai suivi psychiatrique pour Jessica. Pas pour elle, mais pour ses enfants, qui méritaient d'espérer une mère apte, un jour, à entretenir des relations saines. Cette offre a été faite tout en maintenant strictement l'interdiction de contact, comme une main tendue à distance. Jessica a refusé, répondant par avocat qu'elle n'avait besoin d'aucune aide et que c'était Rebecca qui devait suivre un traitement contre sa jalousie et son obsession de vengeance. Jamais, pas un seul instant, elle n'a accepté de reconnaître ses torts, même devant les conséquences de ses actes. Les enfants, eux, continuaient à grandir sereinement auprès de nos parents. L'aîné avait intégré une équipe de baseball, celui du milieu se passionnait pour le dessin, le plus jeune faisait sa première rentrée à la maternelle. Rebecca et Malik veillaient à leur poser des limites claires, mais ils ne rataient jamais une occasion d'inclure les enfants dans la vie de famille, pour leur rappeler qu'ils étaient entourés d'amour malgré les failles de leurs parents. 1 an après la prolongation de la peine de Jessica, Klaus a été libéré. Il a aussitôt quitté l'État, semble-t-il, pour rejoindre une autre femme incarcérée sur qui il pourrait s'appuyer. Les interdictions de contact, elles, sont restées en place, mais son départ a été un soulagement général, la disparition d'une menace à surveiller. Jessica, elle, a trouvé de nouveaux moyens de compliquer la vie de tout le monde. Depuis la prison, elle a multiplié les procédures. Plainte pour aliénation parentale contre Rebecca, accusation d'enlèvement contre nos parents, plainte contre l'entreprise de Malik pour supposée fraude. Toutes ont été classées sans suite car non fondées, mais elles obligeaient toujours à se défendre, gaspillant temps, argent et énergie. Elle s'est aussi lancée dans l'écriture de ses mémoires, se posant en victime d'une persécution imaginaire, avec un éditeur à compte d'auteur prêt à publier son récit contre paiement. Quand des extraits ont circulé en ligne, ils étaient tellement tirés par les cheveux que même ses rares soutiens ont pris leur distance. Le livre la présentait comme la cible d'une immense conspiration, menée par Rebecca depuis leur enfance. Nos parents ont dû demander une interdiction judiciaire pour empêcher l'éditeur d'approcher les enfants pour un éventuel deuxième ouvrage. Le thérapeute a témoigné que tout contact avec les délires de leur mère risquait de réduire à néant des années de progrès. Le juge a imposé des limites très strictes à toute mention des enfants dans les écrits de Jessica. Les jumeaux de Rebecca grandissaient eux aussi, curieux, bien dans leur basket, premier pas, premier mot, caractères affirmés. Alexandra était casse-cou, toujours prête à foncer. Nicolas était plus posé, plus réfléchi. Les voir évoluer prouvaient que la vie reprenait ses droits. Malgré tout, Jessica n'avait pas tout contaminé, même si on restait sur ses gardes. Le moindre document officiel concernant les enfants devait être pesé au mot près, par crainte que Jessica n'y décèle un angle d'attaque. Chaque inscription scolaire obligeait à détailler la situation de garde. Chaque rendez-vous médical nécessitait un protocole pour garantir la confidentialité des dossiers. Malik voyait son entreprise prospérer malgré les épreuves, et ses associés, impressionnés par sa gestion de crise, lui ont confié davantage de responsabilités. Il a su utiliser ce succès pour protéger les enfants des deux familles, en mettant en place des fonds auxquels même un retour de Jessica ne pourrait toucher. De mon côté, je me retrouvais à devenir l'historien de la famille, documentant scrupuleusement les faits pour le jour où les enfants seraient assez grands pour chercher à comprendre. Pas pour dresser un portrait à charge contre leur mère, mais pour leur permettre de faire face lorsque Jessica, inévitablement, essaierait de leur raconter une version falsifiée. D'après le thérapeute, un dossier honnête et accessible leur serait essentiel pour appréhender plus tard toute la complexité de leur histoire. 2 ans après le début de sa peine rallongée, Jessica a été diagnostiquée en prison comme souffrant d'un trouble de la personnalité narcissique. Cela n'a surpris personne, hormis Jessica elle-même qui a aussitôt congédié son avocat sous prétexte qu'il aurait dû empêcher l'expertise. Elle continuait à refuser tout soin, affirmant qu'elle n'avait besoin de rien d'autre que de retrouver ses enfants. Nos parents étaient rattrapés par la culpabilité, se demandant sans cesse s'ils auraient pu, par d'autres choix, éviter cette issue dramatique. Leur propre thérapeute leur a expliqué qu'ils avaient certes parfois favorisé certains comportements, mais que Jessica, adulte, était seule responsable de ses choix et qu'on ne change pas quelqu'un simplement à force d'aimer. Rebecca, désormais, évitait de parler de Jessica. Quand le sujet surgissait, elle disait juste que sa sœur était absente, puis changeait brièvement de conversation. Mais je savais, moi, qu'elle consultait régulièrement le registre des détenus, surveillant la date de sortie de Jessica, se préparant à l'affronter un jour ou l'autre. D'année en année, les enfants montraient de plus
plus en plus de résilience. Ils savaient que leur mère était en prison sans connaître les détails, et le thérapeute conseillait une information honnête mais adaptée à leur âge, leur faire comprendre que leur mère avait fait de mauvais choix, sans en faire un monstre. L'équilibre était fragile. Il fallait les préserver tout en les préparant à la possibilité d'un contact, juste au cas où Jessica finirait par changer. 3 ans se sont écoulés. Klaus est mort dans un accident de la route, sous l'emprise de l'alcool. Une source d'inquiétude en moins pour tous. David a obtenu une libération conditionnelle. Il a quitté la région sans un regard en arrière, refusant tout lien avec son ancienne vie. Il n'a jamais cherché à revoir aucun enfant, qu'il soit biologique ou non. En prison, le comportement de Jessica s'est assagi, non parce qu'elle avait mûri, mais parce qu'elle avait compris qu'il lui fallait montrer patte blanche pour sortir au plus tôt. Elle a suivi les programmes obligatoires, travaillé à la bibliothèque de l'établissement, évitant désormais tout faux pas majeur. Mais dans ses lettres à nos parents, elle laissait transparaître ses véritables intentions. Des projets minutieusement élaborés pour récupérer la garde, forcer Rebecca à payer pour ses soi-disant fautes et reprendre, selon elle, la vie qui lui revenait de droit. À l'approche de sa sortie, Rebecca et Malik ont pris les devants. Ils ont renforcé la sécurité, renouvelé les mesures d'éloignement et mis en place des stratégies claires pour protéger la famille. Même l'école était sur le qui-vive, la photo de Jessica ayant circulé parmi tout le personnel. Se préparer au retour de Jessica ressemblait à l'attente nerveuse d'un orage imminent, indispensable, mais épuisant. Nos parents, eux, ont carrément décidé de déménager, trouvant une maison dans une résidence protégée à 2 heures de route, assez éloignée pour éviter tout incident, mais suffisamment proche pour préserver les liens familiaux. Les enfants, pleins de ressources, se sont rapidement intégrés, ont tissé de nouvelles amitiés et trouvé leur marque dans leurs nouvelles écoles. Rebecca a prêté main forte au déménagement, empaquetant des années de souvenirs, tout en tentant de ne pas penser à la raison tragique de ce départ. Dans l'ancienne chambre de Jessica, elle est tombée sur une boîte de photos d'enfance, les 2 sœurs réunies pour des anniversaires, des vacances ou des fêtes scolaires, avant que tout ne bascule. Elle a gardé une photo, soigneusement glissée au fond d'un tiroir, comme ultime témoignage de la sœur d'autrefois, qu'elle avait perdue au profit de la jalousie et de la rancœur. Bientôt, les jumeaux sont rentrés à la maternelle, étape symbolique après tout ce qu'ils avaient subi. Rebecca les a regardés s'élancer vers leur classe, minuscule sac au dos, et a ressenti un bonheur pur. Ils allaient enfin grandir loin du poison qui avait empoisonné son enfance. Rien que pour ça, cela valait tous les efforts du monde. À l'approche de la libération de Jessica, l'avocat de la famille a lancé une procédure pour rendre les mesures d'éloignement permanentes. Le juge, après une lecture attentive du passé chargé de l'affaire, a accepté sans hésiter. Jessica n'avait désormais plus le droit d'approcher Rebecca, Malik, leurs enfants, ni nos parents, sous peine d'un retour immédiat en prison en cas d'infraction. 1 mois avant sa sortie, Jessica a, par le biais de son avocat, adressé une dernière lettre à nos parents. Elle y revendiquait une conversion, disait avoir changé, ne désirant que le pardon. Elle implorait une chance de revoir ses enfants, promettant de respecter toutes les limites. Suivant les recommandations du thérapeute des enfants, nos parents ont décliné. Aucun discours n'aurait suffi à colmater une confiance aussi abîmée. Désormais plus grands et plus lucides, les enfants commençaient à poser des questions difficiles. Pourquoi ne voyaient-ils pas leur mère? Qu'avait-elle fait de si mal? Nos parents leur répondaient sans mentir, mais avec beaucoup de délicatesse, revenant sur l'importance d'assumer ses choix. L'aîné, tout juste 8 ans, a hoché la tête, grave, assurant qu'il comprenait. Les plus jeunes se satisfaisèrent de cette version édulcorée. Maman devait réapprendre à être gentille avant de pouvoir venir. Les jumeaux de Rebecca grandissaient heureux, épargnés du lourd passé dont ils ignoraient tout. Ils jouaient avec leurs cousins lors des réunions de famille, tissant des liens solides, plus forts que leurs origines troubles. Les voir tous ensemble donnait de l'espoir, le passé ne déciderait pas de tout. La semaine précédant la libération de Jessica, Rebecca et Malik ont décidé de partir en vacances, histoire de prendre de la distance avant les tensions à venir. Je suis restée auprès de nos parents pour assurer la vigilance et les aider à réorganiser la sécurité après la sortie de Jessica. Nous avons fait changer les serrures, mis à jour la liste des contacts d'urgence et répété, avec les enfants, les consignes à suivre. Jessica est sortie un mardi matin. À peine quelques heures plus tard, elle essayait déjà d'accéder en ligne au dossier scolaire de ses enfants, enfreignant ses conditions de liberté. Premier avertissement de son contrôleur judiciaire. Le soir, elle a été repérée en train de tourner en voiture devant l'ancienne maison de nos parents, apparemment sans savoir qu'ils avaient redéménagé. Deuxième avertissement, elle n'aura pas tenu plus de 3 jours. Le vendredi, elle s'est présentée chez Rebecca. Maison vide, famille absente pour cause de vacances, hurlant à travers les fenêtres qu'elle voulait récupérer sa vie. Ce sont les voisins, inquiets, qui ont appelé la police. À leur arrivée, Jessica s'est jetée sur les agents, griffant et mordant sans retenue. Placée en garde à vue pour agression, violation de probation et non-respect de l'éloignement, elle s'est vue infliger cette fois la peine maximale, 5 ans de prison supplémentaire, le juge étant inflexible. Tandis qu'on l'emmenait, elle hurlait qu'elle ne s'arrêterait jamais, que Rebecca paierait, que les enfants étaient à elle.
Selon le greffier, c'était la scène la plus violente qu'il ait jamais vue en 20 ans de tribunaux. Rebecca et Malik sont revenus de vacances pour retrouver une maison intacte, mais encore ceinturée par les scellés de la police. Les vidéos de surveillance montraient Jessica tentant chaque fenêtre, chaque porte, de plus en plus agitée à mesure que l'accès lui était barré. Regarder ces images était éprouvant. Voir cette femme, qui partage le même ADN que Rebecca, plongée dans une telle détresse. Nos parents, eux, ressentaient un mélange de soulagement et d'immense tristesse. Leur fille n'existait plus, remplacée par une étrangère. Ils ont poursuivi leur thérapie, tentant de faire le deuil de l'enfant qu'ils avaient reconnu et d'accepter la nouvelle réalité. Le thérapeute leur répétait désormais que la priorité restait la protection des petits-enfants qui continuaient de s'épanouir. Ils s'inscrivaient à des activités sportives, s'investissaient à l'école, se faisaient des amis, vivant une enfance étonnamment normale vu leur histoire. Rebecca et Malik étaient devenus les oncles et tantes complices, présents à toutes les compétitions ou spectacles, offrant repères et affection sans jamais forcer leur place. La vie, peu à peu, avait trouvé un nouvel équilibre. Des anniversaires sereins, des fêtes familiales apaisées, des dîners où, doucement, les éclats de rire supplantent les tensions d'antan. Les cicatrices étaient toujours là, mais ne dictaient plus le quotidien. Les enfants de Jessica, à leur façon, commençaient à apprivoiser leur histoire. L'aînée, pour l'école, a rédigé un exposé sur le choix de la gentillesse plutôt que la colère, transformant silencieusement ce qu'il avait vécu. Sa cadette, elle, était passée des dessins sombres à des paysages pleins de lumière. La Benjamine, qui n'avait connu que le calme, grandissait choyée et protégée. Quant à Rebecca, elle n'évoquait presque plus Jessica. Quand ça se produisait, c'était toujours de la tristesse qui l'emportait, jamais de la colère. Elle a choisi la haine, disait-elle, sans détour. Moi, j'ai fait le choix du bonheur. Et c'était vrai. Malgré tout ce que Jessica avait cherché à prendre ou à détruire, Rebecca avait réussi à se bâtir une vie épanouie. Les jumeaux faisaient leur rentrée à la maternelle, grimpèrent dans le bus avec leurs cousins, leur sac à dos presque aussi grand qu'eux. Nos parents versèrent des larmes, mais cette fois, c'était des larmes de joie. La famille avait tenu bon, transformée sans doute, mais toujours soudée. Jessica finirait par purger sa peine. Peut-être serait-elle libérée un jour, peut-être recommencerait-elle, revenant encore et encore en prison, coincée dans ce cercle vicieux jusqu'à ce que l'âge ou la lassitude l'arrête. Mais elle n'avait plus prise sur nous. On avait appris à vivre sans craindre son ombre, à trouver le bonheur malgré tout. Au fond, Jessica avait eu raison sur un seul point. C'est bien Rebecca qui en était sortie victorieuse, sans jamais tomber dans la manipulation ou la rancœur, simplement en choisissant d'aimer là où d'autres auraient tout saccagé, en protégeant ce qui comptait vraiment. Les éclats de rire des jumeaux emplissèrent la maison, preuve que la vie avait repris ses droits, malgré tout le venin qu'avait distillé Jessica. Après tout, notre histoire de famille n'a rien d'exceptionnel. Il y a des gens toxiques partout, qui sèment la pagaille et la douleur, jusqu'à ce que leur entourage apprenne à s'en protéger. Mais on peut survivre, on peut être heureux. Même après les pires épreuves, l'amour finit toujours par subsister. En bouclant ce récit, je me suis aperçue que sans le vouloir, Jessica nous avait légué un cadeau inattendu. À force de vouloir détruire Rebecca, elle avait révélé la vraie force qui nous unissait. On avait traversé l'enfer, certes cabossé, mais toujours debout. Voilà notre vraie victoire. Au loin, j'entendais les enfants m'appeler pour le dîner. Des voix familières, un soir tout simple dans une maison comme tant d'autres. Et ce bruit-là, vraiment, il n'y a rien de plus beau.